On va parler pendant autour d'une heure autour du programme de français de P1, P2, avec des moments généraux, d'autres moments plus techniques. On abordera la question des méthodes de lecture notamment. Je suis là pour faire un topo moi sur les méthodes de lecture en 2022. Ce qu'en disent les textes, ce qu'en dit la recherche expérimentale, parce qu'il y a des consensus entre chercheurs. On entend beaucoup de noms, hein. On entend au niveau de la lecture, on entend Stanislas Dehaene, qui est fort médiatisé, on entend Roland Guagou, Sylvie Seb, Marie-France Bishop, mais tous les chercheurs sont d'accord. Il y a un consensus depuis une dizaine d'années au niveau de la lecture. Alors je vais mettre beaucoup de nuances autour de tout ça, vous verrez au fur et à mesure de la présentation. Présentation que j'ai intitulée « Un nivellement par les bases, par le bas ». Je voulais mettre un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Nivellement, n'ayez pas peur, c'est juste de la nouvelle orthographe. Nivellement par les bases. En fait, je vais essayer de vous donner des éléments de langage, des outils pour contrer un peu un discours qu'on entend, que je commence à entendre, qu'on entend, mais on fait moins de choses. Allez, par exemple, on va parler de la conjugaison, de la grammaire. On retarde un peu les apprentissages. On attend que les enfants soient plus mûrs pour amener certaines choses. On fait de la grammaire plus tard, on fait de la conjugaison plus tard, on fait de l'étiquetage plus tard, mais on sait que c'est un peu le précaré des enseignants aussi. Tiens, au niveau de l'orthographe, on est plus attentif à l'orthographe en P1, P2, on fait plus de grammaire en P1, P2, on va le faire plus tard. Tout ça, c'est un peu le précaré de certains enseignants, et donc le discours du nivellement par le bas, on va l'entendre, quoi. Mais moi, j'ai envie de retourner le truc en disant que non, on remet les bases. On fait un nivellement par les bases. On remet les bases pour tous, en lecture, en écriture, en parole, en écoute. On remet les bases. On remet tout à niveau, mais pour ça, il faut aller moins vite. Et il faut aller aux éléments essentiels. C'est ça que je vais essayer de vous présenter, toute cette démarche-là que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. On a créé des documents au niveau du SPP, au niveau de l'équipe en étoile. Je vais vous les présenter, des outils très concrets pour l'accompagnement dans les écoles, je pense. Alors, on va répondre à quelques questions. Les deux premières, c'est quelles sont les nouveautés, les évolutions portées par le nouveau programme de français de P1, P2, hein. Qu'est-ce qui évolue? Et on va se concentrer sur P1, P2 avec une petite touche à un moment sur P3, P4. Et quels outils existent pour aider les équipes à se l'approprier. Et ces outils-là sont des outils qui sont en cours de création, des outils qui sont déjà créés, mais surtout ce sont des outils qui ne demandent pas une maîtrise matière. On n'a pas voulu faire des outils de spécialistes qui maîtrisent parfaitement. Non, c'est des outils vraiment d'appropriation et c'est des outils généralistes, mais qui permettent de rentrer dans les programmes, vous le verrez. Et dans une deuxième partie, on fera vraiment un focus particulier sur l'objectif principal cité par le référentiel. Ça, c'est une nouveauté, c'est la première fois que ça existe. On a enfin un objectif principal en français. Et on va voir que ça a quand même des conséquences de parler d'objectif principal. C'est l'apprentissage de la lecture indissociable de l'apprentissage de l'écriture. Les textes du référentiel, à chaque fois qu'ils associent l'apprentissage initial de la lecture, l'associent à l'apprentissage de l'écriture. Les deux, c'est les deux mouvements d'une respiration. Il y en a un qui est l'inspiration, l'autre qui est l'expiration. C'est un mouvement. Les deux vont ensemble. C'est la respiration, c'est de la respiration. Et on verra comment le programme articule ces deux faces un peu d'une même pièce. Alors il y a une structure qui a évolué, mais ça vous connaissez, c'est la même chose qu'en maternelle. On avait lire, écouter, écrire, parler dans les anciens programmes. Désormais on a parler, écouter, lire, écrire. C'est symbolique, ça peut sembler être un détail, mais c'est aussi sacrément symbolique. Mettre parler devant, c'est le référentiel qui le demande, mais le langage est un des éléments du tronc commun, un des éléments essentiels du tronc commun. La maîtrise du langage, déjà dans le référentiel des compétences initiales, dans le référentiel FRALA également, donc jusqu'à 15 ans, la maîtrise du langage est un enjeu. C'est pas un objectif, c'est un enjeu du tronc commun. Donc c'était logique que le tronc commun mette parler avant. On a des outils qui sont déjà sur la salle des profs, vous connaissez sans doute les tables de correspondance, qui associent, je vais vous montrer un détail juste après, qui associent l'ancien et le nouveau programme. C'est des outils comme cela, où on va avoir... Ouais. Dans l'ancien programme, c'est le 4-1-1, dans le nouveau, c'est le 1-1-1. Dans l'ancien, c'était le 4-1-3, dans le nouveau, c'est le 1-7-1, par exemple. Ça se consulte, c'est sur la salle des profs, on peut les donner aux instits. Mais le programme, c'est pas qu'un changement de numérotation. Il y a aussi évidemment d'autres choses derrière, et ce serait dommage de juste remettre à jour ces prépas juste au niveau de la numérotation. L'équipe étoile a créé un document en deux parties, qui est déjà en ligne sur le site de la salle des profs, où on a une première colonne avec l'énoncé
des attendus de l'ancien programme qui ne sont plus présents dans le nouveau programme ou qui évoluent. Et on a une deuxième colonne où on a un petit commentaire explicatif. Première colonne, par exemple, respectée dans une phrase simple et marque grammaticale, nominale selon le nombre, ajout du S, ajout du E, etc. Ben, désormais, ça, c'est pour de la P3. Donc on a l'attendu qui n'est plus fait en P1, P2, et on dit quand ça se fait et où ça se fait en termes de numérotation programme. Avec l'ajout de cependant. C'est pas parce qu'on ne fait plus, les élèves ne doivent plus savoir écrire, ajouter le S, ajouter le E, qu'ils ne doivent pas observer les règles d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on bac la grammaire. Ça veut dire qu'en P1, P2, on va observer. Tiens, le chien, les chiens, il y a un S, il n'y a pas de S. Qu'est-ce que ça veut dire ce S-là? Qu'est-ce que ça veut dire ce E-là? On va quand même construire le sens de la marque, mais on ne va plus demander à l'élève d'écrire, de noter la bonne marque en P1, P2. Ce sera pour la P3. Ça, c'est une belle porte d'entrée. Qu'est-ce que je dois plus faire? Ben, ça me libère du temps pour rajouter les nouvelles choses. Sinon, on a l'impression, bah oui, on nous rajoute des choses. Non. Qu'est-ce que je dois plus faire? C'est une super porte d'entrée pour rentrer dans les programmes. Hein. Donc ces documents-là sont sur la salle des profs, sont disponibles, utilisables facilement. C'est des outils qu'on a testés avec quelques équipes en formation avec Véro. Il y a un dispositif à destination des directions que l'équipe Étoile crée. Donc l'idée, c'est de créer un dispositif vraiment pour les formations, pour les directions. Avec plein d'outils concrets. C'est un dispositif d'une journée, mais qu'on mettra aussi à disposition de tout le monde. La première journée se donnera en juin. Et l'objectif, c'est d'outiller les directions pour qu'ils puissent accompagner l'implémentation du programme de français dans leur école. Et on est en train de rédiger des fiches d'auto-appropriation du programme. C'est ceci, c'est des questionnements, des auto-questionnements pour une appropriation individuelle du programme. Ici, par exemple, c'est la question des méthodes et démarches de lecture. C'est des questions autour d'une thématique et des éléments du programme à aller consulter pour y répondre. Ça permet une lecture individuelle. Et ça se présente sous cette forme-ci, des pages cartonnées où on a une série de questions, mais ça permet à un directeur de se l'approprier, ça permet à un directeur de le donner à un institut qui est intéressé et de découvrir en autonomie le programme, quoi. Alors, quelles sont les nouveautés et les évolutions portées par le nouveau programme de français de P1, P2? Il y en a une tonne. Non, ça c'est pas la liste de toutes les nouveautés, c'est juste une belle porte d'entrée. À chaque fois que je projette une page, vous avez en haut le numéro de page, hein, donc si vous voulez aller voir dans votre programme. Ici, le but c'est pas de lire ça, évidemment, c'est juste de vous dire que on a un tableau synoptique en français et qu'il est vraiment important parce qu'il permet une lecture horizontale et verticale. Et cette double lecture horizontale et verticale, elle est vraiment vraiment importante. Moi, j'aime bien dire que le tableau synoptique c'est la boussole du programme. On va s'orienter dans le programme à partir de la boussole. Et on a une lecture qui est d'abord, je trompe toujours le bouton, qui est d'abord horizontale. Et puis je vais vous parler de la lecture verticale. Lecture horizontale, on a fait un gros travail pour. C'est dans la logique des référentiels, déjà dans le référentiel des compétences initiales. Les référentiels ne sont pas prévus en champ, parler, lire, écouter. Ils ne sont pas prévus comme ça à la base. Ils demandent un travail le plus possible interchamp. Donc on a certains attendus, certains savoir-faire du programme qui sont dans un seul champ, d'autres qui sont dans deux champs, d'autres qui sont dans deux champs mais qui ne sont pas dans les mêmes, d'autres qui sont dans trois champs et d'autres qui sont dans tous les champs. Mais la commande initiale du programme, c'est de garder une structure un peu proche des programmes de 2014, donc répartis en parler, lire, écrire, écouter, etc. Mais pour qu'il y ait cette logique du référentiel de travailler le plus possible et dès que possible en interchamp, on a travaillé de manière horizontale. Ce n'était pas le cas dans le programme précédent, mais par exemple si on veut travailler des inférences à l'écrit, en lecture, je suis en 3-3-5, mais où chercher le travail sur les inférences en écouter en 2-3-5. La numérotation est facile. Les facteurs de cohérence, c'est du 4-1. 1-4-1, 2-4-1, 3-4-1, 4-4-1. Dans les programmes précédents, les inférences, il y en avait en 1-3-2, en 2-3-4. On les trouvait pas au même niveau. Ici, on trouve tout au même niveau et cette lecture-là, elle est vraiment importante. Le sens, c'est de dire aux instituts, quand je ne lis jamais une page du programme tout seul.
une page du programme ne se lit jamais seule. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On va consulter les différents champs. Donc on a le tableau synoptique qui aide à faire cette lecture-là. Et on a aussi, dans les pages de gauche, tous ces liens entre crochets. Hein. Ici, on est en 3, 3, 5. Mais on sait qu'on a la même chose, exactement en 2, 3, 5. Mais on a des idées en lire sur l'inférence, super. On en aura aussi en écouter sur les inférences. C'est l'occasion de travailler en interchamp. Donc ces crochets sont vraiment importants. Ils nous permettent de naviguer facilement à l'intérieur du programme. Je suis dans un attendu, dans un savoir. Quel est l'attendu et quelles sont les idées que le programme donne sur le même attendu, mais dans un autre champ. On a aussi une lecture verticale, qui existait déjà un peu, mais pas aussi de manière aussi aboutie. C'est le référentiel qui crée ces lectures-là. On a l'étape 1, classique, orienter sa prise de parole, son écoute, sa lecture, son écrit. C'est ce qui se passe avant, on va dire, globalement. Ce qui se passe avant la lecture, avant la prise de parole, c'est toute la partie planification. L'étape 2, c'est toute la construction du sens, en production ou en réception. Classique, c'est des choses qui existent dans les programmes depuis 40 ans. Ce qui est nouveau, c'est l'étape 3. L'étape 3, c'est ce qui se passe après la parole, après l'écoute, après la lecture. C'est toute la partie, même si c'est un peu réducteur de dire ça, c'est toute la partie métacognition qui est maintenant intégrée dans les étapes du programme. C'est apprécier, agir, réagir, réviser. C'était pas du tout dans les anciens programmes, c'est vraiment une nouveauté liée au référentiel. L'étape 3, c'est clôturer la tâche en y portant un regard réflexif. Une fois que j'ai lu, je vais vous donner quelques exemples de c'est quoi ce clôturer la tâche. Dans les attendus, par exemple, après l'écouter, c'est évaluer la qualité de son écoute. Grille de lecture, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer mon écoute, pour être plus actif lors de mon écoute, etc. Une fois que j'ai répondu à mes questions, comment je peux faire la prochaine fois pour faire mieux? Et cette étape-là, elle est vraiment, évidemment, vous le devinez, hyper importante. En lire, on va par exemple avoir un attendu qui est lié à la pratique de lecteur, réfléchir à sa pratique de lecteur. Une fois que j'ai lu un texte, l'élève, on doit l'amener à nommer les stratégies de compréhension. Comment tu as fait pour comprendre? Quelles sont les stratégies que tu as mises en œuvre? Ça permet de la clarté. Est-ce que tu as maintenu ton attention vers ton but? Est-ce que tu as bien atteint ton but? Quelles sont tes difficultés de lecture? Qu'est-ce qui t'a posé problème? C'était long. Il y avait beaucoup de mots compliqués. Il y avait beaucoup de mots que je connaissais pas. Il y avait beaucoup de mots avec trop de syllabes. C'est des questionnements qui sont vraiment très riches, évidemment, après une lecture. Constater ces difficultés en lecture. C'est fort comme attendu, je trouve. Qu'est-ce qui te pose problème, quoi? Après, il y a aussi tout ce qui va bien. C'est nommer des stratégies, etc. Mais qu'est-ce qui te pose problème? Je suis clair par rapport à moi-même sur ce qui me pose problème. Réfléchir à sa pratique de lecteur. On a aussi, dans cette étape 3, en lecture et en écouter, tout ce qui concerne la culture littéraire. Ça aussi, c'est un fameux pas en avant. C'est des choses qu'on faisait, qu'on savait sans doute. Maintenant, c'est écrit. Et donc, si c'est écrit, ça sera, on l'espère, partagé. Par exemple, dans les attendus, on a connaître des œuvres du patrimoine littéraire. Ceci, c'est fort. Ça veut dire que, entre enseignants, on doit se répartir des œuvres du patrimoine littéraire, des contes, des légendes locales. Il faut que, sur le parcours scolaire, ce soit connu. Et c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir. Ça veut dire qu'après la lecture, je dois le mettre là-dedans, quoi. Je dois l'intégrer. Donc je dois prévoir des moments aussi où j'intègre les contenus. Benoît Galland disait que les connaissances étaient super importantes. Une fois que j'ai lu, comment je fais pour faire sortir les personnages du livre, pour les mettre dans ma tête, pour les mettre en moi? Je dois m'en souvenir de mes lectures. Je dois m'en souvenir. La deuxième attendue, c'est connaître des œuvres contemporaines marquantes pour la jeunesse rencontrée à l'école. Œuvres contemporaines marquantes. C'est très subjectif. Il y a des répertoires qui sont mis en ligne par la communauté française. Mais ça veut dire que je dois faire un choix. Je ne dois pas choisir n'importe comment. C'est pas parce que le texte, je l'aime bien que je dois le faire lire. Je peux utiliser un texte que j'aime bien. Mais il y a aussi quelque part un côté patrimonial, culturel qui est vraiment, vraiment essentiel. Et on va dans le patrimoine et on va dans le contemporain, quoi. C'est moi le plus fort. Et dans les... c'est dommage que si les enfants en fin de P2 le connaissent pas, quoi. C'est des classiques.
il faut que ce soit connu. Et c'est un savoir. C'est pas un savoir-faire, c'est un savoir. Savoir-faire qui va avec, qu'il faut traduire, hein, c'est intégrer de nouvelles informations à son réseau de connaissances et les verbaliser. Une fois que j'ai mis ça en tête, ben voilà, je dois m'en souvenir. Je dois être capable de les verbaliser 3 mois plus tard. On l'a pas mis en P1, P2, en P3, P4, on a mis ça sous la forme améliorer la culture générale des élèves dans les facteurs favorisants. On sait qu'au niveau de la lecture, un des éléments les plus importants, c'est les connaissances antérieures. C'est le texte de baseball dont Benoît Galland parlait hier. Mais les enfants, quand ils connaissent un sujet, ils lisent mieux sur ce sujet-là. Donc du coup, quand on fait des sciences, quand on fait de l'histoire, c'est pas juste je travaille un texte d'histoire. Je retiens, on essaye de retrouver, de retenir collectivement, tiens, de se dire, on a lu un texte en histoire sur le château fort, qu'est-ce qu'on va retenir, nous, de cette lecture-là? Et on va essayer de le mettre en mémoire. Ça veut dire mettre en mémoire, ça veut dire que petit à petit, il va falloir aussi le réactiver, quoi. Ça implique tout ça. Donc la partie connaissance, culture générale, elle est essentielle en lecture. Et elle est affirmée dans le programme parce qu'elle est présente dans le référentiel. Donc l'étape 3 est vraiment, vraiment importante. Quelques points d'attention alors sur les nouveautés et les évolutions. Auparavant, on faisait de la conjugaison en P1, P2 à l'oral et à l'écrit, indicatif présent, les verbes fréquents, etc. Désormais, conjugaison uniquement à l'oral en P1, P2. Uniquement à l'oral. Mais cette maîtrise de l'oral, elle va permettre de gagner sacrément du temps en début de P3 quand on va passer à l'écrit. Je travaille sur une liste fermée et chaque année, vous allez voir, le référentiel et le programme donne une liste fermée de verbes. C'est une liste fermée de verbes, en P2, en P3, en P4, en P5, en P6, c'est tous les verbes. Et chaque année, on rajoute des verbes. Mais si je maîtrise oralement, le jour où je passe à l'écrit, je vais gagner un sacré temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus du tout la conjugaison, ça veut dire qu'on ne la fait plus à l'écrit. On la fait à l'oral. Et il faut que les élèves les rencontrent aussi dans les activités. On y reviendra d'encodage et de décodage, et de fluence, évidemment. On y reviendra. C'est un sujet qui a beaucoup, en début septembre, interpellé les enseignants. Donc là, on a une réponse sur la foire aux questions qui explique bien tout ça, enfin je pense. Conjugaison uniquement à l'oral. Sacrée nouveauté, mais ça nous permet de gagner du temps sur plein d'autres choses par la suite. Voilà, il y a une balise essence, page 37, qui en parle, qui explique le pourquoi du parce que. L'idée n'est pas de le lire, de vous dire que voilà, il y a un moment dans le programme où on explique et on justifie ce passage-là. Vous avez dit que ce serait technique, et vous n'avez encore rien vu. Par exemple, ici, au niveau de la conjugaison, moi je me suis amusé à faire des tableaux comme ça pour des formations. En P2, on travaille sur les verbes les plus fréquents, uniquement à l'oral. Alors il y a une liste fermée des verbes les plus fréquents, uniquement sur l'indicatif présent. En P3, on travaille sur les verbes les plus fréquents, c'est les mêmes qu'en P2, on passe à l'écrit, et on ajoute les verbes en ER à radical stable, crier, etc. Et on ajoute 3 temps. En P4, on ajoute aller, avoir, être, les verbes en hier avec un participe présent en issant, et on ajoute le conditionnel, l'imparfait, le présent, l'impératif présent. Ça veut dire que la conjugaison, elle devient circulaire. Chaque année, je revois chaque temps. Chaque temps, je vois de nouveaux verbes. Chaque année, je revois de nouveaux verbes. Chaque année, je vois de nouveaux temps. Mais hors de question de faire l'imparfait telle année et de plus le revoir l'année d'après. L'imparfait, chaque temps est revu chaque année. C'est vraiment circulaire. Mais chaque année, j'ajoute de nouvelles choses. Le pari, c'est que ça aille mieux en conjugaison, au fond, à la fin du tronc commun, en faisant comme ça. Auparavant, le pluriel en S, le féminin en E à l'écrit. Désormais, P1, P2, on prend juste le temps d'observer le pourquoi de ces marques-là, de comprendre les marques, comprendre la notion d'accord. Le passage à l'écrit sera facilité en P3, mais on fait ça plus tard. On prend juste le temps. Les évaluations interdiocésaines, 20 000 élèves passent des questions de conjugaison, d'accords. Les questions de conjugaison et des accords en pluriel en S et en E, c'est les questions qui sont les moins bien réussies dans les interdios de français. On tourne entre 44 et 47% depuis 3 ans. On n'a pas les chiffres d'avant, enfin j'ai pas les chiffres d'avant. C'est les questions les moins bien réussies. Ça veut juste dire que les enfants ne sont pas capables de le faire. C'est trop tôt. Donc on attend. C'est pas du nivellement par le bas, c'est juste que dans le développement cognitif, il faut attendre. Et ça arrivera très bien en P3, P4. Auparavant, 2 types de textes étaient abordés sur le cycle 2. Désormais, l'ensemble des 5 types de textes.
On va y revenir. 5 types de texte, pas 7, 8 de texte, pas 8 types de texte. Il y en a 5, ça fait 40 ans qu'il y en a 5. Mais on va beaucoup voir chez nos voisins français, hein, dans les blogs. Et les Français, ils naviguent entre 7 et 8 types de texte. Ben, nous, notre outil théorique, c'est 5. On pourra en discuter après si vous voulez. Mais on travaille sur 5 types de textes et on doit les voir à chaque fois sur un ensemble de 2 ans. Je vais y revenir. Auparavant, pas de porte d'entrée. Oui, pour revenir au type de texte, avant on était essentiellement dans le dialogué et dans le narratif en P1P2. Ben maintenant ça veut dire qu'on va aussi travailler le descriptif, l'explicatif. J'ai oublié le dernier. Pas l'informatif, non, ça c'est une intention. Argumentatif, merci. Auparavant, pas de porte d'entrée privilégiée pour les apprentissages, et désormais on revient un petit peu au piasque. Hein. Porte d'entrée des apprentissages et des observations, c'est le genre de texte. La question à se poser, c'est le genre de texte, je vais travailler la poésie, je vais travailler l'article de journal, très bien, quel apprentissage je peux en tirer de ça? Comment je peux faire de la grammaire, comment je peux faire de l'orthographe, comment je peux faire des stratégies de lecture autour de ça. Porte d'entrée privilégiée, c'est pas la porte d'entrée unique, c'est une porte d'entrée privilégiée, c'est le genre de texte. Et là on revient à des philosophies finalement que le réseau avait déjà avant. On va lire, on va écrire, on va écouter, on va parler des genres de textes. Et à partir de là, on va en tirer des apprentissages. Et le programme, dans les annexes, première annexe, page 132, pour ceux qui la veulent en plus grand devant eux, on a une liste fermée de genres de textes imposés par le référentiel, hein, qu'il faut se répartir en P1, P2. C'est le minimum minimorum. On a la même chose en P3, P4, on a la même chose en P5, P6, où les enseignants, les équipes vont devoir se répartir tout ça chaque année. Ça, c'est une sacrée nouveauté, hein, qui est assez appréciée, parce que dans les classes, ils sont contents d'avoir ces outils-là. Ils sont contents de se dire, OK, je dois répartir la liste. Qui fait quoi en P1, P2 ? On se fiche de qui fait quoi. Si c'est la P1, c'est la P2, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que ce soit réparti et que l'ensemble soit vu. Ça ne veut pas dire que d'autres genres ne peuvent pas être vus, ça veut dire que ceux-là doivent être vus. Je peux travailler en fonction des opportunités de ma classe, d'autres genres de textes, aucun souci. Mais cela, c'est le minimum minimorum. En réception, en production. Ça, il n'y avait pas non plus avant, dans les socles évidemment, et dans le programme. Donc il y a une annexe, l'annexe 1, qui est totalement dédiée à ça. Il y aura la même en P3, P4, en P5, P6, il y aura une annexe aussi avec les genres dédiés à l'année. Auparavant, pas de directive, désormais un nombre de livres, d'albums à lire par année. Ça aussi c'est un sacré changement. Oh, ils ont du mal à lire un livre par année. Ben ouais, mais maintenant c'est entre 5 et 10 livres par an. À lire, ça on en parlera encore tantôt, hein, à lire en classe. Les lectures coopératives, des visibiléos, je vais parler de tout ça. On a intégré ça dans les programmes. C'est entre 5 et 10 livres collectivement lus. Mais c'est un sacré chiffre quand même, hein. C'est un sacré chiffre. Hein. 10, ça fait un par mois, quoi, hein, qu'on doit avoir travaillé collectivement. Chaque année, ouais. Non, de P1 au tronc commun, à la fin du tronc commun. Les secondaires ont la même chose. Et on donne dans le programme des idées, hein. Ça doit être sur un sujet familier, etc., etc. Et il y a des répertoires d'œuvres aussi qui sont listés. La communauté française liste des répertoires d'œuvres. Ça fait un peu crisser des dents, quoi. Parce qu'après, il faut outiller les instituts sur comment faire lire autant de livres collectivement en classe, quoi. Hein. Ça, on a nos activités de mise en lien qui sont présentes dans le programme pour ça. Auparavant, là, je fais juste citer, parce que ça mériterait 2 jours de formation. Auparavant, on avait 3 types d'activités. Hein. Il y avait les activités élémentaires, les globales, les mises en lien. Désormais, il n'y en a plus que 2. Les élémentaires, hein, sur un point précis, sur un attendu, et les mises en lien. On n'a plus les globales. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est un détail qui est vraiment hyper important. Ça veut dire que juste un savoir écrire, ça n'a plus de sens. Juste un savoir lire, ça n'a plus de sens. Ça se fait en interchamp. La lecture, l'écriture se font en interchamp. L'écriture, je vais passer du temps à planifier mon écriture en parlant avec mon voisin.
avec un partenaire d'écriture, par exemple, où je vais expliquer mes idées, lui va me donner ses idées aussi, on va en parler avant de passer à la mise en texte. Quand je vais lire un texte, je vais plus être tout seul devant mon texte. On va parler collectivement du texte. On va essayer de le comprendre collectivement. On va écouter les autres, on va parler, on va éventuellement écrire, un cercle de lecture autour du texte. Mais on n'est plus dans des activités juste de lire. Juste lire, non. On sait que la compréhension, elle s'apprend en parlant avec les autres et en écoutant les autres. On n'est plus seul face à sa feuille, on est collectivement face au texte. C'est comme ça que se construit la compréhension. Et ça, c'est affirmé par le fait que on n'a plus d'activité globale. Je pourrais passer 2 jours dessus, hein. Mais voilà, comme ça vous le savez, mais on pourra en reparler évidemment. Ce que dans le programme on a appelé des activités décloisonnées. On n'est plus qu'en lecture. On décloisonne et on va voir dans tous les champs, quoi. Focus particulier, mais rapide, sur l'objectif principal du référentiel, c'est l'apprentissage de la lecture indissociable de l'apprentissage de l'écriture. J'aime plus parler d'apprentissage de la lecture, mais c'est de l'apprentissage de la lecture-écriture, quoi. J'apprends à lire et à écrire. Les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble. Comment est-ce qu'on articule pour pas faire une soupe de tout ça? Comment on articule pour faire une petite soupe de tout ça? C'est de nouveau pas un changement anodin du tout, c'est qu'auparavant il n'y avait pas de priorité. Maintenant on a une priorité dans le référentiel et dans les programmes. Elle est dite en première année primaire, en deuxième année, hein, dont les référentiels sont construits avec des introductions. Dans les introductions il y a à chaque fois l'essentiel. Et l'essentiel en première et en deuxième année, c'est la même phrase. L'objectif principal est l'apprentissage de la lecture indissociable de l'apprentissage de l'écriture. L'objectif principal. Ça sous-entend que je dois y arriver, je dois mettre toute mon énergie pédagogique pour y arriver, quitte à laisser d'autres trucs de côté. Je dois arriver à mon objectif principal, je dois essayer d'y arriver. Si j'y arrive pas, mais je dois essayer de mettre de l'énergie là-dessus. Tant pis s'il y a d'autres choses que je laisse de côté. C'est un choix collectif, hein, qui doit être assumé avec les collègues, mais faut plus laisser d'élèves sur le côté de la lecture, quoi. Ils n'y arrivent plus. Puis après, qu'est-ce qu'on fait en P3? Ouais, oh, on n'y arrive pas, tant pis. En P4, on n'y arrive pas. Mais on n'a rien fait pour les ramener. Notre objectif principal, c'est de tout faire pour les ramener, quand on sait le faire. On l'a mis plusieurs fois dans le programme, hein, en disant que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se font ensemble, dans des activités quotidiennes. Hein. Au 1er septembre, ou au 25 août, quand on reprend l'année, dès le départ, tchic, on encode et on décode dès le départ, dès le premier jour. Et on va encoder, donc on va écrire dès le premier jour. Hein. Faut pas attendre 3 mois. Hein. On va écrire au 1er septembre. Hein. Avec un focus sur les mots à haute fréquence. Le programme précise une liste des mots à haute fréquence. Ces mots-là, on les retrouve, ces mots-là constituent 50% en moyenne des mots d'un texte. Donc si je les maîtrise, notamment à l'écrit, en encodage. En lecture, je vais pouvoir lire rapidement 50% des mots d'un texte, c'est pas mal, hein, c'est efficace. Et je vais pouvoir orthographier correctement 50% des mots d'un texte. Pourquoi arriver en fin de P2 à 50% de réussite en orthographe, hein, de graphie? C'est à cause ou grâce à cette liste de mots-là. Si je les connais, je suis à l'aise en lecture pour la moitié des mots et je suis à l'aise en orthographe pour la moitié des mots. Donc c'est assez intéressant. On l'a dans l'annexe 2 du programme, la liste des mots à haute fréquence. C'est des mots qui n'ont pas beaucoup de sens, hein, c'est beaucoup de mots outils. Donc c'est des mots à décoder et à encoder. Dans le programme aussi, on a l'annexe 3. On a une annexe sur les méthodes, les démarches, la progression des apprentissages en lecture. Ce sont des propositions. Hein. C'est pas, le réseau veut que ce soit ça. C'est pas ça le sens du programme. C'est des propositions documentées, outillées, réfléchies, mais on met bien que c'est une proposition de progression pour ceux qui en voudraient. Donc, on commence pas par n'importe quel graphème. Tel graphème est plus fréquent, donc doit être vu plus tôt, etc., etc. Je vous indique juste, j'y reviendrai, que cette annexe existe et on en reparlera par la suite. Auparavant, il n'y avait pas de rythme imposé non plus de découverte des correspondances graphophonétiques. Maintenant, le référentiel impose un rythme. Il faut que sur les 9 premières semaines de la P1, on ait vu entre 9
à 15 correspondances phonétiques. Ça, c'est des chiffres qui ne sont pas inventés, hein, qui sont issus de la recherche expérimentale de Marie-France Bishop, Sylvie Seb, Roland Guagou, du laboratoire de Clermont-Ferrand. Un rythme rapide va aider les élèves les plus faibles. On l'a mis dans un... C'est contre-intuitif, hein. On a envie de dire un élève qui n'y arrive pas, au début de la P1, ben on va ralentir, tant pis on va attendre qu'il connaisse bien le B avant de passer à la lettre suivante, etc. On lui fait du tort. On lui fait du tort. J'utilise le mot avec son sens. Hein. On lui fait du tort. Rythme rapide, 9 à 15 correspondances, parce que la recherche expérimentale a montré qu'au-delà de 15, ça n'avait pas d'effet. En dessous, c'était contre-productif pour les élèves, à long terme, mais au-delà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ce rythme donne notamment aux élèves les plus fragiles les moyens d'une autonomie dans le décodage de mots et le recours à l'analogie. C'est contre-intuitif, hein. On a envie de ralentir. Ben non, il faut accélérer la lecture. Auparavant, apprentissage de la lecture non associé explicitement à l'apprentissage de l'écriture. Ben maintenant, c'est associé, c'est un couple. Hein. J'aime bien l'image de la respiration. On inspire, on lit, on expire, on sort, on écrit. C'est un mouvement, c'est un mouvement de respiration. Inspiration, lecture, expiration, écriture. L'apprentissage de la lecture est vraiment considéré comme indissociable. C'est un couple, ça va ensemble. On apprend à décoder en encodant, on apprend à encoder en décodant. Je vois la lettre B au matin, j'écris la lettre B le jour même. J'attends pas le lendemain, je l'écris le jour même. On l'a mis aussi dans les facteurs favorisants. Écrire pour apprendre à décoder. On en parle dans les facteurs favorisants, dans les introductions d'écrire. Ils vont ensemble aussi dans les attendus. C'est les attendus parallèles, en encodage et en décodage. En lecture, comme attendu, c'est identifier les mots en appliquant de manière flexible ces 3 stratégies. Le décodage, la reconnaissance immédiate de mots et l'analogie. L'attendu parallèle en écriture, c'est encoder un mot en effectuant les conversions phonème-graphème, c'est le décodage, en utilisant sa mémoire, c'est la reconnaissance immédiate, en utilisant ses connaissances orthographiques, c'est l'analogie. Donc dans les attendus sont parallèles aussi. Je vais vous montrer comment, dans le programme, on les a mis en parallèle. La reconnaissance immédiate, ça peut se travailler avec des activités comme celle-là, par exemple. Attraper le mot cité par l'enseignant le plus rapidement possible. C'est des défis. On a les mots les plus fréquents devant nous, les mots connus des élèves. Je dois aller les piocher le plus possible. C'est des défis qui sont des défis de vitesse, quoi. Là, on travaille la reconnaissance immédiate. Lire les mots les plus fréquents à chaque fois qu'on marche dessus, par exemple. On a un recueil d'étiquettes là et on les met au sol. On les colle pas parce que sinon on retient l'ordre. Donc on les dépose dans la cour, peu importe. Et hop, quand je marche dessus, je dois les lire. Plus je vais le voir, plus ça va s'imprégner dans ma tête, simplement. Hein. C'est ça l'objectif de ces activités-là. C'est ludique. En écriture, on va avoir la même chose. On va copier de mémoire un mot après s'être déplacé dans la classe. Copie différée. On sait que la copie différée est plus utile que la copie non différée. Copier et avoir le modèle est parfois contre-productif, surtout chez les élèves les plus fragiles. Mieux vaut une copie différée. Après, pour faire une activité comme celle-là, il faut apprendre à comment je la mets en mémoire. Ça, c'est la piste qu'il y a juste avant dans le programme, que je n'ai pas copié-collé ici. Prends le temps de mémoriser le mot. Pendant ton trajet, revois les lettres de mots si tu as oublié, retourne voir le modèle. Ensuite, ton voisin ira voir le mot, etc. Il y a du mouvement, mais c'est comme ça qu'on encode des mots en mémoire à long terme. C'est aussi une manière de faire. Ouais. Copie différée est plus utile que la copie non différée. On aime bien la copie non différée, on a le modèle, on recopie. C'est moins intéressant que la copie différée. C'est des avancées qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Hein. Toutes ces choses-là, on n'avait pas il y a 10 ans. Les théories de lecture ont évolué il y a 10 ans, vraiment, avec ces recherches expérimentales à large échelle en France. Beaucoup de choses qu'on ne savait pas il y a 10 ans. Mais maintenant, on les sait. Maintenant, on les sait, autant les communiquer. Et l'encodage, c'est aussi, en fin de journée, mon B que je viens d'avoir, c'est verbaliser le tracé des lettres en synchronisant gestes et sons. Ça marche bien. J'ai un mot, marmite, au fur et à mesure que tu vas l'encoder, tu vas le dire à voix haute pour ralentir ton geste. On encode en utilisant ses connaissances orthographiques. C'est le pendant de la lecture décodage.
L'analogie, on ne sait pas toujours ce que c'est. L'analogie, c'est juste, j'ai un petit mot comme mon, je ne sais pas dans un mot plus long, avec généralement plus de 2 syllabes, le lire d'un coup, d'une traite, je vais essayer de trouver une partie de mots que je connais déjà. C'est ça l'analogie. Je vais utiliser mes connaissances que j'ai en décodage pour identifier, lire des mots plus longs. C'est une stratégie qu'il faut enseigner. C'est pas un truc astuce, quoi. C'est un truc, les élèves doivent être capables de le faire, quoi. Il faut leur dire comment le faire, il faut leur dire que ça se fait. On le fait encore en tant qu'adulte, quand on travaille sur des mots longs. C'est comme ça qu'on travaille. On décode en essayant de retrouver des choses qu'on connaît. Méthode, démarche, progression pour l'apprentissage du code. Donc on a une annexe qui est vraiment dédiée à ça. Comme dit ma belle-maman, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. On va travailler sur une méthode globale, etc. Un préalable avant d'apprendre à lire, c'est qu'il faut acculturer à l'écrit. Ça sert à rien d'apprendre à lire si j'ai pas la culture de l'écrit. C'est le premier facteur favorisant en P1. Je regrette qu'on l'ait pas mis finalement en maternelle aussi, parce que ça aurait mérité d'être le premier facteur favorisant en lire en maternelle, mais c'est juste une idée qui est venue après. C'est comme ça. Mais c'est le premier facteur favorisant en lire en P1, P2, il faut d'abord acculturer à l'écrit. Il faut que les élèves sachent c'est quoi un album, un livre, connaissent les fonctions de l'écrit, soient à l'aise dans la manipulation. Si on leur apprend à lire et qu'ils ne sont pas intéressés par la lecture, c'est un coup dans l'eau, quoi. On ne va pas les garder longtemps dans la lecture. Il faut les acculturer à l'écrit avant toute chose. Apprendre à lire ne se résume pas à apprendre à décoder sous peine de se limiter à un apprentissage technique. Certains élèves, bien qu'ils soient capables de décoder, n'entrent pas dans la lecture. L'acculturation, elle est essentielle. C'est un préalable, quoi. C'est le boulot du maternel, c'est le boulot de la P1, P2, c'est le boulot qui doit être continué en P3, P4, en P5, P6. Des enfants qui savent pas lire, c'est souvent des enfants en fait qui n'ont pas envie d'apprendre à lire. Il faut faire des activités qui tournent autour de ça, quoi. Bon. Dans le programme, on a une annexe de 2 faces. Mais ça, c'est 60 ans de polémique, même plus, de Crowley, il y a un siècle, méthode globale, Freinet, les années 20, 30, 40, Foucault-Ambert, ceux qui ont été formés à l'époque de Foucault-Ambert, Evelyne Charmeux, et tout ça. Il y a eu des théories. Tous les 10-15 ans, il y a une nouvelle théorie sur la lecture. Et là, on arrive enfin à un consensus qui changera peut-être dans 10 ans. Mais en tout cas, tous les chercheurs vont dans le même sens. Même des chercheurs qu'on pourrait dire de tendance opposée. Un Guagou qui est très concret, très pratique. Marie-France Bishop qui est très orientée outils, c'est les créateurs de Naramus, de Lector, Lectrix, etc. Sont d'accord avec Dehaene, qui lui va dans le cerveau, entre guillemets. Ils sont d'accord. C'est bien. On voit des chercheurs comme ça, de grande ampleur médiatique, qui sont d'accord. Il y a un consensus avec des petites différences, mais il y a un consensus global quand même sur les méthodes de lecture. On a les méthodes analytiques. Là, c'est peut-être un peu petit. C'est un copier-coller. C'est les méthodes analytiques qui partent des textes pour aller vers les mots. On part du long, et puis on va vers les mots, et puis on va vers les lettres. C'est ce qui a donné lieu aux démarches analytiques, la démarche globale et la démarche idéovisuelle, qui se base sur la forme des mots, où on part d'écrit, on reconnaît un mot, et on va essayer de retrouver ce mot-là plusieurs fois dans le texte. C'est essentiellement Foucault-Ambert, les années 70-80, qui était là-dedans. Ça surcharge la mémoire. C'est compliqué pour des élèves en difficulté, des élèves fragiles en termes de vocabulaire et autres. Ça surcharge la mémoire parce que pour chaque mot, je dois reconnaître une silhouette. Il y a un moment où j'ai 40 mots, j'ai 40 silhouettes, quoi. Ça devient compliqué. Donc voilà, c'est embêtant. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas efficaces. Petit laïus introductif de l'annexe. Plusieurs méthodes et démarches d'enseignement de la lecture existent. Chacune a de l'intérêt. Chacune a de l'intérêt, on verra les conditions. Chacune a de l'intérêt ainsi que des limites. La méthode globale, elle marche, mais il faut donner 3 ans avec le même prof. Elle marche. Mais il faut 3 ans. Et elle ne va pas marcher avec tous. Ceux avec qui ça ne marche pas, on fait quoi? Et puis si le prof de deuxième change, je fais quoi? Si le prof de P3, ça prend 3 ans pour apprendre à lire avec la démarche globale. Ça marche, ça prend 3 ans. Dans le contexte de changement, de remplacement, etc., ça ne marche pas. Un prof qui débarque, qui fait une autre méthode, voilà, c'est fichu.
De manière générale, on distingue 3 grandes familles, et des adaptations dans les démarches décrites peuvent être proposées aux élèves qui en ont le besoin. Quand on voit qu'il y a le besoin, ben oui, il y a des démarches, il y a des adaptations possibles, mais ça sert à rien de les mettre en œuvre dès le départ, les adaptations, il faut les mettre au fur et à mesure. Qui en ont le besoin, gestuelle, Borel-Maisonnி, en couleur, la pédagogie Gattegno, etc. Donc les démarches analytiques, on a les démarches synthétiques, qui partent des plus petites unités, et puis après on en fait la synthèse. On prend une unité, un graphème, on prend un deuxième graphème, on va le mettre ensemble pour en faire une syllabe, un mot, etc. C'est les plus adaptés pour le plus grand nombre. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui marche le mieux, ça veut juste dire que ce sont les méthodes les plus inclusives a priori. C'est les méthodes qui, si je les utilise, vont mettre le moins d'élèves sur le côté dès le départ. Elles risquent de mettre certains élèves sur le côté, mais les élèves qui sont en difficulté de lecture, on va les rattraper par la méthode. C'est la faute de la méthode, et on va les rattraper par de la méthode. On change de méthode, on change d'approche avec ces élèves-là. C'est la méthode on va les rattraper par la méthode. Mais on en perdra moins dès le départ si on utilise des méthodes dites synthétiques. Mais elles peuvent poser des problèmes à des enfants qui n'ont pas le système phonémique, des enfants d'origine étrangère, etc., risquent d'être mis en difficulté avec cette méthode-là. Il faut aussi connaître les points négatifs, les limites de chaque méthode. Dans les démarches synthétiques, on a la syllabique. Je prends une lettre, une autre lettre, puis on fait des jeux de syllabes qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est la critique qui est souvent faite à la démarche syllabique. On associe des syllabes qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais pourquoi pas? La démarche phonémique, on va y revenir, qui part de l'oral vers l'écrit. L'élève va apprendre à écrire des sons. J'entends k. Comment je vais écrire k? Je peux l'écrire K, je peux l'écrire C, comme dans caillou. Je peux l'écrire Q, comme dans Monique, etc., etc. J'entends un son, comment je vais l'écrire? On va voir que ça peut poser problème aussi. Il y en a la démarche graphémique, qui est la plus inclusive des démarches inclusives, qui va de l'écrit vers l'oral. Tel graphème, quand je rencontre le K, je le prononce K. C'est la démarche la plus efficace, la plus inclusive. Je vais vous montrer des exemples. C'est la démarche la plus recommandée à l'heure actuelle par les résultats de la recherche scientifique. Et c'est les recherches expérimentales qui le montrent, là. Par ailleurs, étroitement associé, l'apprentissage de la lecture et celui de l'écriture se renforcent mutuellement. On l'a écrit noir sur blanc dans les programmes à plusieurs endroits, ce lien. Alors, démarche phonémique, démarche graphémique, c'est ça. Démarche phonémique, j'entends le phonème comment je vais l'écrire? Démarche graphémique, c'est l'inverse. Je vois, et c'est de la lecture, je vois. C'est ça la lecture, hein. Je vois quelque chose, comment je vais l'oraliser dans mon cerveau, quoi. La démarche phonémique, ça donne des référentiels comme cela. Vous voyez, en termes de mémoire, c'est pas simple, quoi. Je dis, j'entends, je vois, j'écris, j'entends Q, donc ça peut s'écrire C comme dans cacao, donc comme dans chocolat, super, Q comme dans bibliothèque et pastèque, génial, K comme dans ski et kiwi, et Q comme dans choral et chronomètre. Enfin, on le voit, c'est pas évident en termes, c'est chargé, quoi, c'est chargé. Et puis ils ajoutent une deuxième colonne, P1, on ajoute une deuxième colonne avec je vois K, mais je prononce pas K. Tout ce qu'il faut retenir pour une correspondance graphophonétique, quoi. On le voit, c'est visible, c'est problématique, quoi. Démarche graphémique, c'est l'inverse, c'est celle qui va de l'écrit vers l'oral. Vous avez vu toutes les... Dans le programme, c'est celle-là qu'on va exemplifier à plusieurs reprises, pour des raisons que je vous ai expliquées ici. Ça ne veut pas dire qu'on dit dans le programme, parce que des instituts pourraient dire, mais ça veut dire que je ne peux pas faire de global, je ne peux pas faire... Non, on a mis les points positifs, on a mis les limites. Mais c'était difficile de ne pas mettre dans les programmes l'approche la plus inclusive a priori, quoi. On n'allait pas mettre une démarche qui met plus d'élèves en difficulté. C'est juste ça. La démarche graphémique, c'est ça. Je vais voir la lettre B, le B, entourer la lettre B dans certains mots à partir d'un extrait choisi d'album. Voici la lettre B, c'est hyper explicite, hein. Voici la lettre B, je vous la présente. Je ne vous fais pas deviner, je vous la présente. C'est la lettre B, elle s'écrit comme ça, elle ressemble à ça, on va la décrire. Hein. Elle se prononce B comme dans Billy. C'est une consonne, peu importe, dans le texte. Retrouvons des mots qui contiennent cette lettre, entourons-la et lisons ces mots ensemble. Ensemble, c'est aussi le prof, hein, si je ne sais pas lire ce mot-là. Mais les enfants savent lire des mots avec des lettres qu'ils n'ont pas encore appris à lire. Hein. Enfin, on le voit. Hein. C'est pas parce que j'ai pas encore vu le P que l'enfant ne sait pas lire le P.
Les enfants qui arrivent, et beaucoup. Ça, c'est la démarche graphémique. La démarche graphémique aussi, elle propose de travailler les graphèmes complexes ensemble. On les met ensemble. Par exemple, le OU, on va les mettre de manière indissociable, quoi. C'est Dehaene qui propose ça, Guagou reprend. On est dans la démarche graphémique, mais sur des phonèmes complexes. Sur des graphèmes complexes. Le pendant, puisque j'apprends à décoder puis j'apprends à encoder, hein, le pendant, c'est que les lettres, le B que j'ai appris, ben je vais l'encoder le jour même, hein, je ne vais pas attendre, le jour même, je vais encoder mon B en étant guidé par l'enseignant. Écoute le son ou les sons que je prononce, trace des lettres en suivant mes indications. Pour écrire le L, je monte plus haut pour faire ma boucle et puis je redescends. Décodage, encodage. Mais on respire sur une journée. C'est un mouvement sur une journée. Et on dit comment faire, hein, on décrit, on est explicite là-dessus. Les méthodes mixtes, hein, elles mélangent les deux. On a la boîte à mots, mais on fait aussi du décodage pur. La difficulté, le problème avec les méthodes mixtes qui sont très présentes quand même dans les classes, les boîtes à mots et tout ça, c'est pas inintéressant en soi, c'est que des enfants en difficulté, ils savent plus ce qu'ils doivent faire devant un mot inconnu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le décoder, lettre par lettre presque, ou est-ce que je dois essayer de le deviner en fonction de sa forme? Est-ce que je l'ai déjà en mémoire? Pour les enfants qui sont vraiment en difficulté, c'est deux stratégies qui sont en opposition. Ils savent pas quoi faire face à un mot qui leur pose problème. Ben donc on risque de les perdre. Ça veut pas dire que c'est inutile, ça veut juste dire que pour certains profils, c'est embêtant. Donc, rien de catégorique dans ce que je dis depuis un quart d'heure. Hein. Des nuances, que je ne sais pas apporter comme ça en un quart d'heure. Ça dépend vraiment de notre contexte, de nos élèves. Mais si ça marche pas, on va les rattraper par la méthode. On va les rattraper par la méthode si ça marche pas.